messieurs, bonjour, merci de votre fidélité. Bienvenue RFM, il est midi, le grand journal. Barthélémy Ngom. À la une, 3 morts, 2 blessés. Un immeuble de 4 étages s'est encore effondré cette nuit à Touba. Le gouverneur de Diourbel sur le site de l'accident annonce des mesures. Ce nouveau drame encore dans la ville sainte relance le débat sur la qualité des constructions dans une ville en pleine expansion. Parfois les règles élémentaires de sécurité ne suivent pas. Bachir Fofana, le journaliste chroniqueur dans les locaux de la cybersécurité, il est convoqué ce matin pour affaire le concernant. C'est suite à une plainte du président de l'Assemblée nationale. Vous entendrez Bachir Fofana. RFM l'a joint quelques minutes avant son départ pour la police. Réforme du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. La commission des lois convoquée ce matin. Avis d'experts sur la question. Qu'est-ce qu'il faut changer? Les changements voulus pourront-ils aboutir? Élément de réponse dans ce journal. Les chantiers de l'État, presque tout est à l'arrêt depuis l'arrivée du nouveau régime. C'est le cas à Saint-Louis et à Tambacounda. Partout, l'indignation a atteint son paroxysme. Le mouvement d'humeur du collectif des médecins en spécialisation, il se poursuit. Awambaï fait le point. La principale revendication est liée au congé de maternité. Les femmes médecins en spécialisation n'en bénéficient pas. Le grand journal Georges Déthié Diop sera là pour les actualités internationales à la une. Le sommet de l'OTAN, les dirigeants des 32 pays membres entrent dans le vif du sujet ce mercredi. Au menu, la situation internationale marquée par la guerre au Proche-Orient. Le sport, ce sera avec Cheikh Tidiane Diagne. La presse du jour, lecture, commentaire Mohamed Ali Mouba. Les quotidiens qui continuent de fouiller les rapports d'exécution budgétaire. Et puis point de vue, débat sur la coopération sino-sénégalaise. Le prétexte, la visite du Premier ministre Ousmane Sonko en Chine et sa participation au Forum économique mondial de Davos. Forum qui a démarré hier. Retrouvez nos deux intervenants dans une trentaine de minutes. Bienvenue à tous à la technique de ce journal Kaderlo. D'abord, la ville sainte de Touba, encore sous le feu des projecteurs suite à l'effondrement d'un immeuble R+4 cette nuit. Le bilan officiel fait état de 3 morts et de 2 blessés évacués à l'hôpital Matlaboul Fawzaini. Le gouverneur de Diourbel sur le site ce matin annonce des mesures en collaboration avec les autorités religieuses. Papa Ballagay. Un réveil difficile pour les populations de Darou Minam suite à la mort tragique de 3 personnes dans l'effondrement d'un immeuble R+4 en construction qui s'est affaissé sur elles. Un bilan lourd, estime le gouverneur de Diourbel qui a effectué le déplacement. Ibrahima Fall annonce des mesures. L'objectif, c'est peut-être de venir compatir à l'endroit des populations de Touba, comme je l'ai dit tantôt. Mais je pense qu'il faudrait également, en relation avec la commune de Touba Mosquée, que des mesures quand même concrètes soient prises et des décisions quand même. Et je pense que la première des recommandations, c'est d'arrêter toutes les constructions quand même qui n'ont pas obéi à la procédure normale. Et également d'en discuter avec le khalife général des Mourides pour qu'on puisse quand même mener en relation avec les services techniques déconcentrés. Le non-respect des normes de construction et le défaut d'autorisation pointent du doigt. Le maire Abdoulaye Hadka révèle que seules quelques demandes sont adressées à la mairie de Touba. Pour dire vrai, seuls quelques entrepreneurs se déplacent pour formuler des demandes d'autorisation. Et nous, de notre côté, faisons le nécessaire pour les enquêtes en collaboration avec les services urbanisme de Mbacké avant de délivrer l'autorisation. Des moyens lourds et un effectif renforcé pour les opérations. Le capitaine Modutine de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers salue la rapidité d'intervention de ces éléments. Cette intervention nous a permis de mobiliser 02 ambulances, 02 VIL, un fourgon pompe-tonne, un VCR, un camion SD de sauvetage de développement que vous voyez en tenue orange comme ça. Et puis qui nous a permis d'effectuer cette intervention. Également, il faut noter également, arrivé sur le lieu, on a pu évacuer les populations riveraines qui étaient dans l'autre bâtiment qui était contigu aussi rapidement. Et puis qu'on a pu assister les blessés. 3 corps sans vie et 2 blessés. Le bilan officiel, les victimes sont prises en charge à l'hôpital Matlaboul Fawzaini de Touba et une enquête est ouverte. Papa Ballagay, Touba, Radio Futur Média. 3 morts et des blessés. Ce nouvel accident à Touba relance le débat sur la qualité des constructions. Le sujet, un sujet sensible dans une ville en pleine expansion, mais où parfois les règles élémentaires de sécurité ne suivent pas. Mohamed Ali Mouba. Serigne Modou Boussodian ne mâche pas ses mots. Pour le président de l'association des jeunes chefs religieux du Sénégal, c'est un secret de polichinelle que les constructions à Touba se font de manière anarchique. Et tant que cette situation persiste, les effondrements ne s'arrêteront pas.
il y a trop de bâtiments même, très nombreux, qui sont aujourd'hui menacés de s'effondrer. Non seulement une dizaine, mais écoutez, pour ne pas dire une centaine. Parce que les normes ne sont jamais été respectées. Non seulement cela, mais aussi il construit premier niveau, 10 ans après, deuxième niveau, 20 ans après, égale 40 ans pour le premier, tu mets encore tu changes des poteaux pour petit renforcement, et après bientôt ça va s'effondrer. Voilà ce que nous vivons actuellement. Et puis il n'y a aucun contrôle, personne ne contrôle personne, et puis voilà, tout se renvoie au marabout, l'administration ne travaille pas, l'État a vraiment actuellement démissionné, il n'y a rien. Attendons pire. Mais au-delà des dénonciations, quelles sont les causes techniques de ces écroulements à répétition? L'inspecteur général des bâtiments au ministère de l'Urbanisme, Boubacar Dagnoko, est formel. On ne peut pas se lever du jour au lendemain, creuser, mettre les fondations, et investir des millions pour édifier un bâtiment. Cela ne se passe pas comme ça. C'est un métier. Donc, il faut que cela soit fait par des acteurs, par des professionnels du métier. Construire, ce n'est pas improviser. Il faut des études de sol, un respect strict des normes de stage, un encadrement technique rigoureux. Rien de tout cela n'est systématique à Touba, où quelquefois le sol pose problème. Construire, c'est un acte qui est très complexe. Donc, avant de commencer, il faut s'assurer d'avoir fait toutes les phases nécessaires. Il faut passer d'abord par les études. D'abord, les études de sol, s'assurer que le sol est suffisamment solide pour supporter le bâtiment. Ensuite, il faut faire les études de béton armé, que ce soit les fondations, les poteaux, les poutres, les dalles. Cela doit être calculé par un ingénieur, un professionnel qui a de l'expérience et qui connaît son travail. Après cela, le plan qui est édifié, qui est élaboré par l'ingénieur est contrôlé par un autre ingénieur du bureau de contrôle. Des signaux d'alerte pourtant nombreux, Dakar n'est pas épargné. En quelques semaines, souvenez-vous, la capitale a enregistré plusieurs cas similaires. Touba et Dakar, apparemment donc deux visages de même drame, celui d'un urbanisme en roue libre où la vie des habitants est suspendue à la moindre fissure. Mohamed Ali Mouba, un jeune Sénégalais porté disparu au Maroc, Makati Kamara, âgé de 33 ans, est introuvable depuis dimanche dernier, disparu lors d'une soirée privée à Casablanca. Aucun signe de vie jusque-là. Son papa, qui réside au quartier champ de course de Rufisque, a été mis au parfum. Partagé entre douleur et inquiétude pour son fils, il demande l'aide des autorités. Notre correspondant à Rufisque, Abdou Diouf Diagne, est allé le voir. Papa laa boo xamante ne actuellement ni dama nekk ci ay xat-xat yu metti. C'est l'histoire d'un père de famille rongé par l'angoisse. Oumar Gueye Kamara vit depuis dimanche dans l'attente d'un signe, d'un appel, d'une preuve de vie de son fils Makati Kamara, parti s'installer au Maroc il y a 6 ans. Makati, 33 ans, n'a plus donné signe de vie depuis une mystérieuse soirée passée sur une plage privée de Casablanca. Il était allé en plage privée avec sa femme. Après un moment donné, il était assis près de sa femme. Après un moment, il a dit à sa femme qu'il revenait tout de suite. Sa femme est restée après 15 minutes, il ne l'a pas vu. Il a regardé sur la plage durant presque 15 minutes. Après, il a appelé son cousin. C'est là que son cousin est venu. Ils ont fait une déclaration. Les policiers sont venus, mais après, ils n'ont rien trouvé. Les vidéos de surveillance visionnées n'ont rien donné. Pas de mouvement suspect, juste un mystère de plus. Le lendemain, ils sont allés au consulat. C'est là que les autorités ont fait une demande de perquisition pour les caméras, mais ça n'a rien donné. Ils ont su que le gosse ne s'est jamais baigné. Alors c'est là qu'ils ont commencé à faire des enquêtes. Mais jusque-là, rien n'est encore, on n'a rien sur lui. Face à cette situation troublante, Oumar Gueye Kamara en appelle aux autorités sénégalaises. Vraiment, que les autorités m'aident à retrouver mon enfant. Mais c'est un gosse qui est très disponible avec ses parents. Un gosse très sérieux, qui a disparu comme ça au Maroc. Sur les réseaux sociaux, la communauté sénégalaise au Maroc s'organise. Des avis de recherche circulent, des appels à témoins sont lancés. Chacun tente à son niveau de faire la lumière sur cette disparition. RFM Rufisque, Abdou Diouf Diagne. Midi 9 minutes, vous suivez le journal sur la radio Futur Média. La suite, le journaliste et chroniqueur Bachir Fofana dans les locaux de la cybersécurité. Il est convoqué ce matin pour affaire le concernant, mais des indiscrétions murmurent que sa convocation est liée à la plainte déposée par le président de l'Assemblée nationale qui l'accuse de diffusion de fausses nouvelles. Il lui serait reproché d'avoir tenu des propos qui mettent en cause un marché public de véhicules
attribuée selon le journaliste au principal accusateur dans l'affaire dite du tribunal de Pikine-Guédiawaye impliquant l'ancien garde des Sceaux, le professeur Ismaïla Madior Fall. Bachir Fofana, joint par Mohamed Ali Mouba, quelques minutes seulement avant de prendre la route pour la police. Je me rends comme ça de ce pas pour aller répondre à cette convocation. Elle est programmée à 10h. Donc c'est hier dans la soirée que j'ai reçu l'appel d'un officier de police me disant que j'ai fait l'objet d'une convocation et que je devais y déférer aujourd'hui. Maintenant, je lui ai fait comprendre qu'une convocation orale ne me permet pas de me rendre là où vous voulez. Si vous voulez que je m'y rende, il faut m'envoyer une convocation écrite. Bon, il m'a dit qu'effectivement, il va donner à quelqu'un la convocation pour qu'on me l'amène. Il l'a amené dans la nuit et ce matin, je vais m'y rendre comme ça. Est-ce que vous avez une idée du motif de cette convocation? Bon, il ne l'a pas précisé. Quand je lui ai demandé de savoir pourquoi je suis convoqué, il a dit pour affaire vous concernant, sans autre détail. Et bon, la presse de ce matin fait état d'une plainte qu'aurait déposé le président de l'Assemblée nationale. Mais comme encore une fois, comme je dis, si quelqu'un doit s'expliquer, c'est bien le président de l'Assemblée nationale sur ce marché de véhicules et non pas chez vous. Je ne suis pas le titulaire du marché, je ne suis pas l'attributaire du marché. Rassurez-vous que tout le monde se rassure, je vais répondre et je saurai de quoi il s'agit. Oui, il est en route. Bachir Fofana convoqué donc ce matin par la cybersécurité. Il est 12h11. RFM, l'info, c'est ici. L'info, c'est ici. Le constat à Saint-Louis, plusieurs chantiers sont bloqués depuis des mois. C'est le cas à Diaoling où les travaux d'assainissement sont à l'arrêt. Conséquence, les eaux usées ruissellent de partout. Elles ont même englouti la principale route du quartier. Ousseynou Diop, vous avez assisté à la manifestation des populations. Elles sont désemparées. Au quartier Diaoling de Saint-Louis, les eaux usées hantent le sommeil des populations. Depuis plus d'1 an, ces populations vivent de manière quotidienne avec les eaux usées. À cela s'ajoute l'arrêt des travaux de la route. Amad Diop habite à Diaoling. Depuis plus d'1 an, la route a été complètement détruite par les autorités qui voulaient remplacer le goudron par des pavés. Mais depuis lors, nous n'avons rien vu. Les travaux sont à l'arrêt. C'est pourquoi les populations souffrent. Nos enfants rencontrent beaucoup de difficultés. Cette situation impacte négativement sur la vie des habitants de Diaoling. Les enfants rencontrent beaucoup de difficultés. La mobilité est également infernale. Babacar Ndiaye porte la parole des populations. Nous voulons que les autorités réhabilitent cette route et que l'Office national de l'assainissement répare le système d'assainissement. Les habitants de Diaoling appellent le nouveau régime à venir apporter son soutien aux populations de la ville qui rencontrent depuis quelque temps des difficultés énormes. Je passe ici tous les jours, mais aujourd'hui la route est impraticable. Les enfants et les personnes âgées sont tous malades. Donc nous voulons de l'aide pour une bonne mobilité des populations. On appelle donc à toutes les autorités, parce que c'est un cri de cœur que nous lançons à toutes les autorités, c'est-à-dire les autorités locales et les autorités nationales, de nous aider à éradiquer cela. Le quartier de Diaoling de Saint-Louis est aujourd'hui complètement couvert par les eaux usées. Les populations très remontées appellent l'État sénégalais à prendre toutes les mesures nécessaires pour apporter son soutien aux milliers d'habitants de cette localité. Ousseynou Diop, Saint-Louis, RFM. C'est le même constat à Tambacounda. Là-bas, presque tous les chantiers de l'État sont à l'arrêt depuis l'arrivée du nouveau régime. Terminal à conteneurs, port sec, chemin de fer, tout est bloqué. Eh bien, les populations qui disent n'avoir aucune explication sur les raisons de cet arrêt général montent au créneau. Elles ont déversé leur colère devant le micro de Pape Ousseynou Diallo. Depuis bientôt 2 années, divers projets d'infrastructures sont laissés en suspens, affectant des secteurs clés comme l'éducation, la santé et les équipements publics. Parmi les chantiers qui avaient suscité beaucoup d'espoir chez les populations, on peut citer les chemins de fer, l'hôpital de niveau 3, le port sec, le terminal à conteneurs. Les Tambacoundois avaient nourri beaucoup d'espoir avec un certain nombre de projets qui avaient été initiés et certains d'entre eux lancés par le régime sortant. Et nous pensons que le nouveau régime pour lequel les Tambacoundois, certains d'entre eux ont voté ou ont fait voter, je pense qu'aujourd'hui, il faudrait qu'on clarifie la position du régime et une assiette foncière a été déjà dégagée. La relance des chemins de fer avait suscité beaucoup d'espoir au niveau des différentes localités de la région qui doivent être traversées par ce moyen de locomotion. Il y a également le port sec qui aujourd'hui pour nous constitue une occasion pour faire de Tambacounda une ville particulièrement économique, mais une ville
dire qu'il y aura une vocation sous-régionale africaine. Face à cette situation alarmante, la population interpelle le gouvernement afin que des mesures urgentes soient prises pour relancer ces projets et respecter les engagements pris. L'actuel régime ne peut pas faire moins que l'ancien. En tout cas, les Tambacoundois attendent vivement que ces projets-là soient repris et afin que véritablement nous puissions voir nos espoirs escomptés. Le sens de cette voix que nous élevons à l'endroit des autorités. L'avenir du développement de Tambacounda repose sur ces projets essentiels. Les populations impatientes attendent désormais des actes concrets. Tambacounda, Pape Ousseynou Diallo, Radio Futur Média. Jaxaay Parcelles Assainies, c'est ici à Dakar, dans le département de Keur Massar, les jeunes actifs du mouvement Nawetan qui s'opposent à l'aménagement d'un bassin de rétention sur leur terrain de football. Les 14 ASC de la commune ne disposent que de 4 espaces pour pratiquer leurs activités sportives. À la place d'un bassin de rétention, ces jeunes veulent plutôt un bon système de canalisation pour évacuer les eaux de pluie, mais les autorités du département rassurent. Aminataba. Il est hors de question pour Nonga Anne, habitant du quartier 11B à Jaxaay, de voir les rares terrains de football, notamment ceux de l'unité 15 et de Lebougui, transformés en bassins de rétention dans le cadre de la lutte contre les inondations. Cet amateur de football exprime fermement son désaccord. On est contre avec les bassins parce qu'on n'a pas d'espace ici à Jaxaay. On a programmé le bassin Lebougui et aussi unité 15, mais la population ne veut pas. S'il fait ça, du bassin, la population n'aura pas d'espace à pratiquer des sports. Dame Sen, autre figure du mouvement Nawetan et secrétaire de l'ASC Jamra de Jaxaay, partage cette inquiétude. Selon lui, la construction de bassins de rétention sur ces espaces publics porterait un coup dur au développement du football local. À Jaxaay, nous comptons 14 ASC. Si l'État décide d'aménager dans chaque quartier un bassin, cela risque de nous ôter beaucoup de terrain. Dans ce quartier-là qui est Jaxaay 1, il y a pratiquement plus de 5 ASC. Il y a 2 ou 3 ASC qui se retrouvent avec un terrain de football. Les autres n'ont pas de terrain de football. Cela va menacer le football, cela va tuer radicalement le sport. Ces acteurs du sport communautaire, bien qu'engagés eux aussi dans la lutte contre les inondations, estiment qu'il existe des solutions plus efficaces pour le drainage des eaux pluviales sans compromettre les rares espaces sportifs de la commune. S'il y a la mer, on peut évacuer l'eau là-bas, faire des canalisations. Mettre des tuyaux de PVC, l'eau peut directement se drainer. De son côté, l'expert hydraulicien de l'agence de développement municipal, Ali Tonka, rappelle que ces terrains de football sont les seuls espaces publics encore disponibles à Jaxaay Parcelles et rassure néanmoins que des concertations seront menées avec les populations avant tout début de travaux. Aminataba Keur Massar, Radio Futur Média. Midi 17 minutes, je vous l'annonçais en titre, le collectif des médecins en spécialisation qui poursuit son mouvement d'humeur, une plateforme revendicative articulée autour de plusieurs points, notamment celui ayant trait au congé de maternité. Et c'est parce que les femmes médecins en spécialisation n'en bénéficient pas, une mesure parfois lourde de conséquences sur leur santé. Et pourtant, il y a un décret dans le Code du travail qui encadre le travail des femmes enceintes. Elles doivent donc bénéficier d'un congé de maternité à l'image de toutes les autres femmes. Awambaye. En dehors de la législation, rien que par humanisme, les congés de maternité devraient être accordés aux femmes médecins en spécialisation, martèle le docteur Aminata Diop de la cellule de communication du collectif des médecins, pharmaciens et chirurgiens dentistes en spécialisation COMES. Le congé de maternité permet aux médecins de se reposer, de récupérer après l'accouchement et de s'occuper de son nouveau-né, ce qui est crucial pour éviter les complications physiques et psychologiques pendant la grossesse et après la grossesse. Et c'est très dommage de devoir expliquer en 2025 pourquoi il faut accorder à des femmes travailleurs en formation des congés de maternité. Ne pas accompagner une grossesse par des congés de maternité peut impacter la qualité des soins. Donc un problème de sécurité se pose aussi bien pour le praticien que le patient, selon le docteur Aminata Diop. Et le point le plus crucial et le plus important, c'est la qualité des soins. Un médecin qui est épuisé et stressé par une grossesse non accompagnée d'un congé de maternité peut faire des erreurs médicales, ce qui peut être en danger, vraiment un grand danger pour les patients. Donc, il est très important actuellement d'accorder des congés de maternité à des femmes en spécialisation, à des femmes médecins, à
de tous les secteurs, que ce soit la médecine ou dans d'autres domaines, de leur donner un statut légal pour bénéficier d'un congé de maternité et faire correctement leur travail sans être pénalisés dans leur carrière. Inspecteur du travail, Mbaye Sène Diakhaté se veut clair. Le travail de la femme enceinte est bien encadré par un décret. Avec ou sans statut, elle doit bénéficier de congés de maternité. Le travail de la femme enceinte est régi par le décret 2021-1469 du 3 novembre 2021. C'est-à-dire quand vous êtes une femme enceinte, vous êtes soumis en tout cas aux prescriptions de ce décret. Donc votre travail est réglementé, vous bénéficiez d'un congé de maternité qui est de 14 semaines au total. En tout cas un travailleur statutaire ou un travailleur tout court. Donc vous êtes régi par ces dispositions du décret et la femme enceinte travailleuse est bel et bien protégée par ce décret-là. Selon la législation du travail, plus précisément le décret 2021-1469, une femme enceinte ne doit pas travailler plus de 10 heures de temps, doit bénéficier de 14 semaines de congé de maternité et de 14 mois d'heures d'allaitement. Pour les femmes, médecins, pharmaciennes et chirurgiens dentistes en spécialisation, ce point qui figure sur la plateforme revendicative du collectif est non négociable. À Wambaye, la rétention des fonds alloués à la presse par le ministère de la Communication. Une décision passe en conséquence. Le CORED a tout simplement décidé de fermer ses bureaux au niveau de la maison de la presse Babacar Touré jusqu'à nouvel ordre. Le Conseil pour l'observation des règles d'éthique et de la déontologie dans les médias dit se sentir obligé et pour cause, le CORED n'arrive plus à faire face à ses dépenses. 14 mois sans salaire, c'est ce qu'endure le personnel permanent. Nina Pendafaye avec Koumba Sandiane Faye. Et si on parle du fonctionnement, on fait référence au fait qu'aujourd'hui le CORED ait épuisé tous ses budgets additionnels. Et également le fait que le CORED aujourd'hui n'ait pas reçu son budget de 2024 et de 2025 qui devait provenir du fonds d'appui à la presse. Donc c'est la raison pour laquelle le CORED ferme provisoirement ses bureaux, étant entendu qu'aujourd'hui le personnel permanent est à 14 mois d'arriéré de salaire. C'est une décision qui a été mûrement réfléchie, étant donné qu'à plusieurs reprises, l'instance, à travers le président ainsi que d'autres membres du directoire, ont souvent rappelé l'urgence de pallier cette situation-là, de pallier le problème en interpellant et en sensibilisant le ministère de tutelle qu'est le ministère de la Communication. Mais également rappeler les dispositions du Code de la presse qui font mention que le gouvernement, l'État du Sénégal, à travers le ministère de la Communication, surtout à travers le fonds d'appui, doit soutenir donc l'organe d'autorégulation en accompagnement budgétaire. Donc, n'ayant pas reçu ce budget et ayant épuisé ces ressources additionnelles, nous sommes dans l'impossibilité et l'incapacité de continuer les activités, d'où la décision de fermer de manière provisoire les bureaux du CORED. RFM. L'actualité internationale. Avec Georges Déthié-Diop, bienvenue. Merci Barthélémy Ngom. En République démocratique du Congo d'abord, au moins 3 morts dans une altercation entre soldats. Un soldat tué par balle, qui a tué par balle 2 de ses collègues et un troisième a succombé à des blessures graves. C'était lors d'une altercation dans l'est du pays qui a fait d'autres blessés. Selon le porte-parole de l'armée congolaise, les auteurs ont été appréhendés, sont en détention et les personnes impliquées dans l'altercation seront punies. Les soldats de Munganzi, dans la province du Nord Kivu, une ville proche du front de la lutte militaire contre les rebelles M23, venaient de recevoir leur solde lorsqu'une dispute a dégénéré en violence tard lundi soir. Cette rencontre entre le président rwandais Paul Kagame et l'ancien président nigérian Olusegun Obasanjo. Il a été question de la situation sécuritaire dans les Grands Lacs et les défis globaux du continent. L'entrevue survient dans un contexte diplomatique marqué par une avancée notable entre le Rwanda et la RDC. Le 20 juin dernier, le département d'État américain a annoncé que les deux pays avaient paraphé un accord de paix, fruit de 3 jours de négociations techniques. La signature ministérielle
du texte est prévu vendredi prochain en présence du secrétaire d'État Marco Rubio et des chefs de la diplomatie congolaise et rwandaise. Olusegun Obasanjo intervient sous mandat conjoint de la SADC et de l'EAC, mais également de l'Union africaine, pour faciliter un dialogue inclusif et coordonner les efforts de cessez-le-feu et de sécurisation des zones en conflit. Au Tchad, l'opposant Succès Masra a entamé depuis hier une grève de la faim. Une annonce de son parti, les réformateurs. Succès Masra est incarcéré depuis le 16 mai à la coordination de la police judiciaire. Il est accusé d'incitation à la haine, assassinat et meurtre dans l'affaire du massacre des Peuls du village de Mandakao le 14 mai dernier. Son dossier est en cours d'instruction. Ses avocats qui dénoncent un complot politique n'ont pas pu avoir sa remise en liberté conditionnelle lors de l'audience du 19 juin. Europol qui alerte sur l'enracinement du djihadisme en Afrique. L'alerte est contenue dans le rapport 2025 sur la situation et les tendances du terrorisme dans l'Union européenne. Le document souligne la montée en puissance des groupes affiliés à Al-Qaïda au Sahel, en Somalie et au Mozambique, des régions transformées en plaques tournantes du terrorisme mondial. Europol souligne que ces régions instables attirent un nombre croissant de combattants terroristes étrangers en quête de nouveaux fronts après le repli en Syrie et en Irak. Le Sahel en particulier, la zone des 3 frontières, voit l'ancrage du Djinim affilié à Al-Qaïda et de l'État islamique dans la province du Sahel. Ces groupes y étendent leur influence et menacent désormais les États côtiers. En Afrique de l'Est, les Chebab liés à Al-Qaïda continuent de diminuer les larges pans de la Somalie. Dans le Puntland, l'EL renforce son bastion utilisé comme base logistique régionale plus au sud dans la province de Cabo Delgado au Mozambique. DEL mène des attaques ciblées contre les civils, notamment les chrétiens, dans le cadre de sa campagne intitulée « Tuez-les où que vous les trouviez », reprise dans les productions de propagande mondiale. Outre leur emprise territoriale, ces groupes africains jouent un rôle central dans la stratégie de communication du terrorisme international. Le rapport cite leur relais numérique comme moteur de radicalisation à distance visant notamment les jeunes européens via les réseaux sociaux et des contenus produits en plusieurs langues. Europol prévient que la porosité croissante entre l'Afrique et l'Europe sur le plan idéologique, opérationnel et logistique constitue une menace structurante. Le rapport appelle à un renforcement de la coopération sécuritaire avec les pays africains partenaires pour anticiper les risques de projection ou de retour de combat vers l'UE. Et nous parlons de la guerre Israël-Iran. Georges, le président américain qui affirme que l'Iran ne va pas fabriquer de bombes avant longtemps. Selon Donald Trump, les sites nucléaires iraniens ont été totalement détruits et le programme nucléaire de la République islamique d'Iran a été retardé de plusieurs décennies. Pourtant, un document confidentiel du renseignement américain relayé par CNN et le New York Times établit que les frappes israéliennes n'ont pas été aussi efficaces qu'annoncé. Le président Trump répondait à une question lors du sommet de l'OTAN à La Haye. Plus tôt dans la matinée, l'armée israélienne s'était félicitée d'avoir infligé un coup dur au programme nucléaire alors que la guerre lancée par l'État hébreu contre l'Iran a pris fin mardi avec un cessez-le-feu initié par Donald Trump. La trêve se passe très bien selon le président américain. A souligné que cette guerre Iran-Israël sera évoquée au sommet de l'OTAN qui a commencé aujourd'hui. Georges Détidiop, merci. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que vous devez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. Point de vue, débat sur la coopération sino-sénégalaise. Le prétexte, la visite du Premier ministre Ousmane Sonko en Chine et sa participation au Forum économique mondial de Davos, forum qui a démarré hier. Pour en parler, nous serons avec Ibrahima Noureddine Diagne, économiste, membre de l'EPETIC, l'organisation du secteur privé pour les TIC et administrateur général de Gaïndé 2000, et Eladji Mounirou Ndiaye, économiste, ministre conseiller et chef du bureau de suivi et d'évaluation des politiques et programmes publics. RFM Sport. Bienvenue, Chartigan. Merci à vous, Barthélémy. Cet après-midi sera donc journée. Cet après-midi sera joué. Oui. Sera joué. Vous avez bien écrit sera joué. L'accent, l'avant-dernière journée de la Ligue 2 de foot. Les choses donc se précisent
pour les candidats à la montée. Oui, le suspense jusqu'au bout pour désigner les deux équipes pour la montée en Ligue 1. 3 équipes se tiennent de près à 2 journées de la fin. Il s'agit du Stade de Mbour, leader, son dauphin AS Cambérène et AS Douanes. A précisé que toutes les rencontres vont se dérouler ce jour à la même heure. Sodatiam. Leader de la Ligue 2 avec 51 points, le Stade de Mbour sera en déplacement au stade municipal des HLM pour affronter NGB. L'équipe de la Petite Côte a une bonne occasion de distancer ses poursuivants, AS Cambérène et AS Douanes. Aussi, en cas de victoire, les stadistes pourront valider leur ticket pour la montée en Ligue 1. Après leur relégation en Ligue 2 lors de la saison précédente, le Stade de Mbour s'est bien battu en Ligue 2 cette saison avec 13 victoires, 12 matchs nuls et seulement 3 défaites avec la meilleure défense, 17 buts encaissés et 31 buts inscrits. Pour cette 29e journée, le Stade de Mbour pourra encore compter sur son buteur maison, Sekou Silla, auteur de 13 réalisations et deuxième meilleur buteur de la Ligue 2, devancé par Mapate Mbotche de l'AS Kaffrine, qui en est à 14 buts. Mais attention, son adversaire du jour, NGB, classé 12e avec 31 points, voudra terminer la saison en beauté et s'éloigner du bas du tableau. Pour les autres rencontres à suivre lors de cette 29e journée, AS Cambérène, deuxième au classement avec 48 points, est aussi proche de la montée et va essayer de confirmer face au CNEPS Excellence relégable avec 24 points. L'AS Douanes, troisième au classement avec 46 points, est aussi toujours en course. Les douaniers lorgnent la deuxième place, mais pour y arriver, il faudra battre l'AS Kaffrine. Sodetia, merci pour le topo au sommet de la Ligue 2 sénégalaise. Et puis on va devoir récapituler, Barthélémy Gom, pour revenir sur le programme complet des rencontres qui vont se jouer toute cet après-midi à partir de 17h. Pour éviter donc le calcul, Samaï FC de Ziguinchor va accueillir au stade Aline Sitoé Diatta le Ndiambour de Louga. À la même heure, AS Douanes fera face à AS Kaffrine. AS Bambey joue à domicile au stade de Bambey contre Amitié FC. Il faudra également noter qu'au stade municipal des Parcelles Assainies, AS Cambérène jouera contre l'équipe de CNEPS Excellence de Thiès. La Renaissance sportive de Yoff, qui voudra certainement éviter la relégation, va accueillir à domicile Djambar FC. Nyari Tali, stade de Mbour, est également prévu pour cet après-midi à partir de 17h au stade municipal des HLM. Demain jeudi, pour des matchs à moindre enjeu à Thiès, donc au stade Maniang Soumaré, Thiès FC fera face à l'école Étoile Lusitana. Et puis AS Saloum jouera toujours demain à 17h à domicile au stade Lamine Gueye contre le Dakar Université Club. Pour ce qui concerne la Coupe du Monde des clubs, notre équipe africaine donc éliminée. Il s'agit de l'Étoile sportive de Tunis qui a été éliminée dans la nuit tard donc par l'équipe de Chelsea, score 3-0. Il faudra noter qu'aujourd'hui à 19h, les membres et les descendants de l'Afrique du Sud vont jouer contre les Brésiliens de Fluminense. Le Borussia Dortmund jouera contre Ulsan. Hier dans la soirée, à noter que l'équipe d'Inter Miami a fait match nul contre plutôt l'équipe d'Auckland City a fait match nul, donc qui a fait meilleure figure aujourd'hui, un but partout. Et puis le Benfica Lisbonne qui reçoit et bat la formation du Bayern de Munich sur le score d'1-0. Tout de même, les deux formations se qualifient pour les huitièmes de finale. On suivra donc cette nuit Inter Milan contre River Plate, et puis Urawa Reds du Japon fera face à la formation de Monterrey. Barthélémy Gom. Chartiyan, Afro-Basket féminin à présent, les Lions ont entamé ce matin leur étape de préparation. Oui, et cela se poursuit au stadium Marius Ndiaye. Il faudra noter qu'après l'annonce de son éligibilité pour défendre les couleurs du pays, Lena Timera, très heureuse est consciente plutôt que la concurrence sera rude. L'arrière de 30 ans, présélectionnée pour l'Afro-Basket, compte gagner sa place dans la liste des 12. Nous allons d'ailleurs l'écouter des propos recueillis par Sodetiam. Oui, voilà, maintenant c'est la présélection. Même si je suis sénégalaise à part entière, va falloir se battre en tout cas pour faire partie des 12, parce qu'on est 23, donc voilà, je vais tout donner en tout cas pour faire partie des 12 et pouvoir essayer de porter les couleurs du Sénégal. Vous partagez la poule C avec l'Ouganda et la Guinée, et pour la préparation, vous allez affronter le Mali et le Soudan du Sud. Pensez-vous que c'est suffisant pour bien entamer votre campagne lors de l'Afro-Basket? Oui, 2 matchs contre le Mali et le Soudan du Sud, ce sont de très grosses équipes, donc ça, je pense que oui, ça aidera beaucoup à la préparation des matchs de poule contre l'Ouganda et la Guinée. Donc oui, ce sont des très beaux matchs, je pense,
qui peuvent nous servir. Et puis nous terminons par Guédiawaye où la jeunesse sportive sera célébrée lors des District Awards 2025. L'inspection de l'éducation et de la formation IF de Guédiawaye en collaboration avec les districts du sport scolaire organise ce mercredi 25 juin 2025 à 15h la cérémonie des District Awards, un événement dédié à la valorisation de l'excellence sportive en milieu scolaire. La cérémonie se tiendra à la salle des fêtes du groupe scolaire Rose Dien près de l'hôpital d'Al-Diam. Il sera marqué par la présence du parrain de l'édition 2025. Il s'agit de mon ami et non moins confrère, Migui Maram Ndiaye. Ton ami et confrère. Voilà, c'est cela. Il est où lui? Moi je le ferai. Il est bien là, Migui Maram Ndiaye. Merci beaucoup, cher Tidiane. J'y serai d'ailleurs. Je vais l'accompagner. D'accord. Merci, cher Tidiane. Allez. RFM, fréquente modulation 94.0, la radio en puissance. Je vous l'annonçais en titre, la commission des lois de l'Assemblée nationale qui se réunit ce mercredi pour discuter de la proposition portant réforme du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Avis d'experts sur la question, un ancien parlementaire parle d'une réforme pas aboutie. Boubacar Dian. Le nouveau texte comporte 4 grands titres et 36 chapitres, contrairement au texte précédent. Alioune Souaré a jeté un coup d'œil à la proposition de loi. L'expert parlementaire soutient que certaines réformes risquent de poser problème. L'aspect contraignant sur l'audition des personnes jugées utiles, en tout cas d'être entendues au niveau de la commission, parce que on a vu qu'effectivement ils ont mis un article qui permet, quand une personne est convoquée par la commission, qu'il y ait cette obligation de se présenter au niveau pour répondre à cette convocation. Maintenant, s'il ne se défère pas à cette convocation, nous avons vu qu'effectivement, que sur les dispositions, c'est le président de l'Assemblée nationale qui va recueillir les forces armées pour aller prendre la personne. Toujours selon l'expert parlementaire, l'autre disposition qui risque d'être source de polémique concerne la commission d'enquête parlementaire. Je vois qu'également, sur les magistrats, il parle de la possibilité de convoquer les magistrats, de les entendre au niveau de la commission, alors que le président de l'Assemblée, va saisir le garde des Sceaux. Moi, je crois que ça aussi, ça risque de poser des problèmes. Il faut comprendre que la mission de l'Assemblée nationale, c'est de voter des lois, de contrôler l'action du gouvernement. L'action du gouvernement. On ne lui demande pas de contrôler l'action de la justice et d'évaluer les politiques publiques. Ce qui fait dire à Théodore Chérif Monté qu'il s'agit là d'une réforme plutôt technique et pas aboutie. Il est ancien parlementaire. Elle n'est pas aboutie parce que les gens, à mon avis, n'ont pas pris le temps qu'il faut. Il n'y a pas une inclusivité qu'il faut. Une réforme ne concerne pas que les députés. Les députés sont des représentants du peuple. Donc, pour transformer le fonctionnement de notre Assemblée nationale, il aurait fallu faire des concertations très larges, écouter les gens, voir ce qu'on attend du député, comment on veut que notre Assemblée nationale fonctionne, etc., etc. De restrictions budgétaires, on parle d'économie. Et pourtant, dans la réforme, on ne voit rien qui nous montre que cette Assemblée va fonctionner selon des règles budgétaires très strictes. À peine arrivé au pouvoir, Ousmane Sonko avait refusé de faire sa déclaration de politique générale devant la 14e législature. Le Premier ministre dénonçait un vice juridique dans le règlement intérieur de l'Assemblée nationale avant de demander son actualisation. La presse de ce mercredi. Lecture commentaire. Mohamed Ali Mouba, bonjour. Bonjour. La presse sénégalaise continue de feuilleter le rapport trimestriel d'exécution budgétaire. Ce matin encore, c'est Walfadri qui va au front pour sortir ce qui lui paraît anormal dans le grand chantier du Gubjubol. L'administration publique qui continue sans sourciller ses libéralités, alors même que Gorgorlou continue de trinquer. Salaire, indemnité, fonds politique, avantages intacts. Sonko et Yomaï ne maigrissent pas. Ils ne se refusent rien. Le projet sous les parasols dorés de la République, Pape Malick Ndour monte au créneau dans le journal Tribune. C'est pour déceler des zones d'ombre, un gap de recettes, plusieurs dépenses de confort. En fait, l'État du Sénégal s'entretient, mais n'entretient personne. Les investissements exécutés par l'État plafonnent à 2,6 milliards au premier trimestre 2025. Les transferts en capital de 42 milliards en glissement annuel. Les dépenses donc de fonctionnement, elles explosent. 84 milliards pour l'achat de biens
et services et 463 milliards pour les transferts courants. Un exemple frappant, les véhicules des députés achetés à 8 milliards CFA, 4 fois plus que l'ensemble des investissements de l'État du Sénégal qui stagne à 2 milliards seulement. Le journal Enquête fait focus sur les lenteurs dans les investissements, le code des marchés qui est incriminé. Le journal se demande finalement à qui la faute. À cette allure, c'est l'économie sénégalaise qui est plombée, avertit l'économiste Maïssa Babou. Dans le journal L'Info, il soutient que si l'État n'investit pas, alors il ne gère que les dépenses courantes. Mais vraisemblablement, cela n'enlève en rien à nos dirigeants pour leur goût immodéré du luxe et du clinquant. Nous passons même du 4e sous-sol au jet privé ou autre limousine, relève clairement le commentateur du quotidien. Mais le soleil garde son enthousiasme. La vision Sénégal 2050 est en vitrine. Le Premier ministre qui est en visite en Chine s'exprime aujourd'hui au Forum économique mondial de Davos pour promouvoir, je cite, le nouveau plan de développement socio-économique du Sénégal. En première page du journal Sourça, après avoir accablé de ses sarcasmes le président de l'Assemblée nationale El Malick Ndiaye dans l'affaire du Soukourkor, Guy Marius dément. Guy reconnaît désormais que lors du Ramadan, la remise du Soukourkor, député de la mouvance présidentielle, portait les empreintes du groupe parlementaire de PASTEF. Selon le confrère, cette reculade est de nature à fragiliser sa crédibilité et interroge sur les réelles motivations de ses premières interventions. Je vu en tout cas un autre proche du responsable PASTEF de Jolof, repris toujours par le journal Sourça. En première page du journal L'Observateur, haute cour de justice, le professeur Ismaël Madior Fall face à 2 témoins à charge. Le journal pointe l'argent liquide, le pouvoir et les soupçons de corruption au sommet de l'État. Entre démentis, contradictions et éclats de vérité, l'audition qui pourrait faire basculer l'affaire à lire en page intérieure du journal L'Observateur. En première page du journal Le Quotidien, renouvellement des instances de la CEDEAO, la guerre des postes. Après les manœuvres pour la présidence des chefs d'État, nouvelle bataille diplomatique en vue dans les commissions, la Cour de justice et les sièges à délocaliser. Dans le journal L'Observateur, toujours, chanson détournée sur TikTok qui est la mémoire vivante d'un refrain viral. Wondelou, Tahawalu, Tambamalu. Le journal pointe le challenge frénétique et la profondeur d'un message oublié. Et puis sport pour boucler, succession de maître Augustin Senghor à la tête de la Fédération sénégalaise de foot. Aliou Goloko dépose sa candidature à la fédération. Le journal L'Observateur lui a tendu le micro. Eh bien, il dit « Je ne fais pas partie des combinaisons politiques ». Le journal informe que l'Assemblée générale de la Fédération sénégalaise de foot est prévue le 2 août, mais l'idée d'un report est agitée. C'est parce que les acteurs sont divisés. Bonne lecture à tous. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Point de vue, débat sur la coopération sino-sénégalaise, le prétexte, la visite du Premier ministre Ousmane Sonko en Chine et sa participation surtout au Forum économique mondial de Davos, forum qui, je le rappelle, a démarré depuis hier. Alors, pour en parler, nous sommes avec Ibrahima Noureddine Diagne. Monsieur Diagne, bonjour. Bonjour. Vous êtes économiste, membre de l'organisation du secteur privé pour les TIC et administrateur général de Gaïndé 2000. Notre deuxième intervenant, El Hadj Mounirou Ndiaye. Monsieur Ndiaye, bonjour. Bonjour. Vous êtes économiste, ministre conseiller, chef du bureau de suivi et évaluation des politiques et programmes publics. Je reste avec vous justement, monsieur Ndiaye, pour débattre un peu sur la coopération sino-sénégalaise. D'abord, est-ce que la Chine est un partenaire stratégique pour le Sénégal? Oui, je pense que les choses parlent d'elles-mêmes. Si vous regardez bien le Sénégal actuellement, vous voyez qu'il y a une bonne pénétration de la communauté chinoise au Sénégal. Et c'est une coopération qui ne date pas d'aujourd'hui, qui a été donc introduite par le président Abdoulaye Wade à partir du début des années 2000. Cette coopération-là s'est poursuivie. Il y a beaucoup de points positifs, peut-être des points négatifs, mais c'est une coopération qui véritablement constitue un pan important de la dynamique de coopération de l'État du Sénégal. Et c'est ce qui justifie effectivement la visite récente qui a été donc faite par le Premier ministre, donc pour essayer de... Oui, mais avant le Premier ministre, c'est le président qui est parti en premier. Oui, effectivement, le président est parti en premier. C'est tout le sens du projet porté par le duo, le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye et le Premier ministre Ousmane Sonko. C'est effectivement de jouer
à l'optimisation et donc à la rationalisation des liens de coopération du Sénégal. Ceci a été annoncé depuis le projet PASTEF, reproduit dans le référentiel Sénégal Horizon 2050. Le Sénégal entend effectivement nouer une coopération plus équilibrée, une coopération gagnant-gagnant, et la Chine occupe une place importante dans cette dynamique. Oui, au vu de sa position au niveau mondial. Monsieur Diagne, je reviens à vous tout à l'heure. Ibrahima Noureddine Diagne, c'est vrai que les deux pays, le Sénégal et la Chine, développent un partenariat de coopération stratégique globale, un peu marqué par des investissements chinois importants, notamment dans plusieurs secteurs. Mais il faut dire tout de suite, vous reconnaissez que ça ne date pas d'aujourd'hui. C'est depuis Macky Sall avec le plan Sénégal émergent, c'est ça? Tout à fait. Je dis même que c'est plus ancien. Nous avions une coopération sino-sénégalaise de nature sud-sud, du temps où la Chine pouvait être considérée comme un pays du Sud, avec principalement des sujets agricoles. Puis elle a évolué avec des stades. Partout en Afrique, les stades avaient été construits par les Chinois. Et là, nous sommes dans une nouvelle ère de collaboration, parce que la Chine est devenue un champion mondial, une économie très et sur tous les aspects. Donc, je pense que envisager un partenariat avec la Chine, il n'y a rien de plus naturel pour un pays comme le Sénégal. La dynamique de coopération doit changer de logiciel. On ne doit plus nous poser la question ce que la Chine peut nous donner. On doit nous poser la question qu'est-ce que nous pouvons prendre en Chine. En fait, c'est pour moi le sens essentiel de ce qui doit nourrir notre approche de collaboration économique avec toutes les grandes nations de ce monde. On le sait, le chef du gouvernement, le Premier ministre, j'allais dire, est en Chine, et il a d'ailleurs présidé un forum économique sino-sénégalais majeur. C'était le dimanche dernier, et l'occasion a été saisie par la signature pour signer plusieurs accords et protocoles d'accords. Des accords qui couvrent des secteurs stratégiques pour le développement du Sénégal, notamment l'industrie, le logement, les transports. Est-ce que vous pensez que ce sont des leviers qui peuvent participer au développement du pays? Oui, absolument, dans la mesure où déjà il s'agit de secteurs à la fois sociaux mais également économiques, et que c'est des secteurs sur lesquels la Chine a une expertise reconnue. Et troisièmement, le Premier ministre a mis en avant que le Sénégal privilégie des partenariats privés. Ça veut dire qu'il ne s'agira pas d'endetter l'État du Sénégal. Il s'agira de faire en sorte que des acteurs privés chinois et des acteurs privés sénégalais travaillent sur ces secteurs et qu'il y ait un transfert de compétences au terme de cette collaboration. Ce qui me semble donc tout à fait favorable au Sénégal. Ok, je reviens à vous tout à l'heure, M. Diagne. M. Ndiaye, aujourd'hui, le Sénégal qui se tourne vers des partenaires étrangers. Paradoxalement, on nous parle d'un pays autonome qui se charge même de son développement. Est-ce que quelque part, ce n'est pas un peu contradictoire? Non, je pense que ça, c'est la suite logique de ce que nous avons vécu depuis. Il faut savoir que nous sommes en coopération avec l'Occident, avec tout le monde depuis longtemps. C'est le moment maintenant de faire le bilan. Nous avons fait le bilan. D'ailleurs, Nicolas Sarkozy avait fait le bilan pour dire que les Africains ne sont pas assez entrés dans l'histoire. Aujourd'hui, la Chine a beaucoup de choses à nous apprendre. La Chine est pratiquement dans le même sillage que nous. Il y a les mêmes configurations, les mêmes stratégies qui sont en train de développer. La Chine a accueilli entre 1990 et 2005, 555 milliards de dollars d'investissements étrangers. Pour vous dire que la Chine n'est pas un pays fermé, c'est un pays qui, comme l'a dit Deng Xiaoping en 1979, quand on l'a demandé pourquoi un pays communiste applique l'économie de marché, il a dit, peu importe que le champ soit gris ou noir, l'essentiel c'est qu'il attrape des souris. Je pense qu'aujourd'hui, le Sénégal est dans la même stratégie. On avait dit que, rappelez-vous, je vois que Mamadou Diop Decroix l'a dit dans une tribune, pour rappeler ce que Gobineau disait, que la Chine avait une croissance démographique immaîtrisée et que dans quelques années, les Chinois vont se ruer en Europe pour se faire prendre en charge. Alors que, au contraire, avec une stratégie économique bien appropriée, les Chinois ont pu sortir 1 milliard d'individus de la pauvreté en Chine. Pour dire que nous avons beaucoup de choses à apprendre sur la Chine. Et le Sénégal n'entend pas faire d'antagonisme. Nous sommes là pour coopérer de manière optimale, de manière la plus juste possible, avec tous les pays qui peuvent être des partenaires du Sénégal. Le président de la République l'a dit au départ, quand il prenait la parole dès le début de son mandat, le 26 mars 2024, en disant que le Sénégal est le pays ouvert. Il sera là pour accueillir tous les pays susceptibles
susceptible de se mettre avec nous d'accord sur la ligne d'action que nous allons... Oui, mais M. Ndiaye, oui, c'est vrai, le Sénégal est ouvert à tous les investisseurs, mais paradoxalement, on note que en intérieur, le secteur privé un peu peine à décoller. Est-ce que là aussi, c'est pas un problème? Ça, c'est un point important. J'espère que vous avez écouté le discours du Premier ministre Ousmane Sonko quand il parlait de la manière dont, par des mécanismes de transfert de technologie, par des mécanismes de joint venture, nous entendons nouer une coopération avec les entreprises chinoises qui puissent permettre au secteur privé sénégalais de grandir. Je pense qu'aujourd'hui, même la loi, les textes qui sont en train de préparer sur la souveraineté, sur le patriotisme, c'est des textes qui sont prévus pour permettre au secteur privé sénégalais de jouer le rôle qu'il doit jouer dans cette marche vers l'industrialisation. Et quand vous voyez, le directeur de l'APIX a accompagné le président de la République, le ministre de l'économie l'a accompagné, le ministre de l'Industrie l'a accompagné et d'autres membres du secteur privé sénégalais. C'est effectivement pour nouer cette coopération entre les deux secteurs privés afin qu'il y ait une symbiose qui pourra permettre au secteur privé sénégalais de se développer. Merci M. Ndiaye. On vous retrouve tout à l'heure dans le journal de 13h. Monsieur Diagne, je termine avec vous. Alors la Chine qui vient peut-être en professeur à mettre le secteur privé sénégalais en élève, si je comprends bien un peu la quintessence des propos du Premier ministre, est-ce que aussi, comment vous appréciez un peu cette situation? Est-ce que l'État aujourd'hui peut accompagner, ou l'État, selon vous, est dans les dispositions d'accompagner le secteur privé? Oui, je pense d'abord même que cette situation de maître et d'élève n'est peut-être pas la bonne. Vous savez, on a un secteur privé qui est très mature. Il suffit de voir des entrepreneurs sénégalais qui sont dans des pays comme les États-Unis, en France ou ailleurs, et qui aujourd'hui exercent de la même manière que leurs homologues dans ces pays-là. Donc c'est le contexte en fait qui affaiblit le secteur privé sénégalais. Le contexte d'abord à travers nos politiques de marché public qui sont compliquées et qui n'honorent pas forcément l'excellence, mais qui honorent pratiquement le prix ou parfois d'autres considérations. Deuxièmement, nous devons avoir une politique très forte et très marquée de soutien de notre secteur privé. Ça, la Chine, la France, les États-Unis, n'importe quel pays a une stratégie de soutien de son secteur privé. Sur la recherche, lorsqu'on est dans certains domaines, sur les financements, sur les études de marché, sur beaucoup d'autres leviers. Et je pense que sur ça, nous devrions, au Sénégal, essayer d'avoir de larges concertations pour vraiment savoir quel est le rôle moteur que l'État doit jouer pour faire que son secteur privé produise des champions et arrive à vraiment exceller sur le marché. Oui, c'est bien possible. C'est tout à fait bien possible. Je pense que c'est qu'on n'a jamais eu ce temps-là. On a souvent considéré le secteur privé comme des personnes qui arrivaient à gérer des affaires. Le secteur privé, c'est d'abord un tissu de PME, PMI, qui ne sont pas assez bien représentés dans ce qu'on appelle le patronat. Et ce qui fait que la faiblesse de notre approche, c'est qu'à chaque fois qu'on convoque le secteur privé, c'est des entrepreneurs aguerris qui se présentent au lieu des PME, PMI qui ont tout le potentiel de porter l'économie nationale là où il le faut. Et c'est sur ça qu'il faut essayer peut-être d'apporter quelques corrections. Alors, aujourd'hui, travailler à avoir un secteur privé compétitif au plan international, c'est ça? Tout à fait. Et l'Afrique, avec sa zone continentale de libre-échange, qu'est-ce que ça représente comme opportunité pour le Sénégal? C'est extraordinaire. Donc, si nous ne travaillons pas pour avoir un secteur privé fort domestiquement, fort régionalement, et avec un potentiel de rayonner sur le plan international, nous allons perdre des années en termes de développement. Je pense que nous devons nous concentrer, c'est un sujet de grande importance, mettre toutes nos intelligences et toute notre générosité pour avoir ce tissu de PME, PMI très fort dans notre économie et dans la sous-région africaine. Ibrahim Noureddine Diagne, merci. Rendez-vous tout à l'heure dans le journal de 13h. Moussa Ndiaye, je vous donne la parole juste pour quelques secondes. Est-ce qu'aujourd'hui, le secteur privé et national, comment faire pour qu'il devienne un peu un secteur privé compétitif au niveau international? On a vu ce qui se passe au plan international, mais on a l'impression que chez nous, ça n'avance pas. Effectivement, ce que je viens de dire, l'économiste Ibrahim Noureddine, c'est juste. Je pense qu'aujourd'hui, il faudrait à l'interne réfléchir sur comment, par les mécanismes nationaux, par exemple le canal des marchés publics, donc
permettre à ce secteur privé-là de représenter ce qu'il doit représenter. Je pense qu'aujourd'hui, le Sénégal, effectivement, a une bonne culture d'entrepreneuriat, mais les industries naissantes meurent, il n'y a pas de soutien vraiment effectif. Le plan Sénégal émergent avait prévu, par exemple, que 30% des financements proviennent du secteur privé, mais finalement, on est parti s'endetter parce qu'effectivement, ce qui devrait être fait pour soutenir le secteur privé à travers des textes, des règlements, pour leur permettre de grandir, en tenant compte également de la fragilité qu'elles peuvent avoir vis-à-vis des multinationales. Mais il y a aussi l'environnement, des affaires qui n'est pas propice. Voilà, effectivement, c'est pourquoi je parle de textes, de règlements pour les accompagner à grandir. Je pense que ça se passe au niveau interne d'abord, avant effectivement de... Et vous avez vu également qu'il y a un secteur privé sénégalais, même en Chine, que le premier Ousmane Sonko a rencontré. Il est tout aussi important de favoriser le développement du secteur privé au niveau national, mais également de permettre de développer le tentacule sur le plan international. Merci. Et tout ceci doit être donc intégré dans la confection et l'élaboration du climat des affaires. Merci Eladji Mounirou Ndiaye, économiste, ministre conseiller, chef du bureau de suivi et d'évaluation des politiques et programmes publics. Merci également à Ibrahima Noureddine Diagne, économiste, membre de l'organisation du secteur privé pour les TIC, administrateur général de Gaïndé 2000. On vous retrouve tous les deux. Vous allez poursuivre le débat tout à l'heure dans le journal de 13h qui vous sera présenté par Eladji Ndiogou-Diène. Mesdames, Messieurs, merci à vous. C'était le midi présenté par Barthélémy Ngom, mise en onde de Kaderlo Abdul Khad, réalisation Ndiogou-Diène. Il sera là dans moins de 6 minutes. Chef d'édition Mamastou Khan. Bonne suite de programme sur RFM.